Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour DaFresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène. Ce matin, nous allons faire un exercice de décryptage de la visite qu'effectue actuellement la secrétaire d'État au Trésor américain, Janet Yellen, en Chine. Visite qui a débuté hier, qui devrait s'achever. Blinken n'était pas là-bas. Si, il était là-bas il y a quelques semaines. C'est un peu dans la même suite, c'est-à-dire une espèce de reprise des discussions entre Pékin et Washington sur fond de tension, tension notamment sur le plan économique, parce qu'il faut savoir que depuis notamment l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, les États-Unis sont restés sur la même ligne que l'administration Biden est restée sur la même ligne que l'administration Trump, c'est-à-dire beaucoup plus de sanctions, beaucoup plus de limitations de l'accès à la chinoise, notamment dans certains secteurs qui sont jugés vitaux, notamment pour des questions de sécurité nationale. Et donc, toutes ces mesures-là ont fait que de plus en plus, à Pékin aussi, il y a une espèce de lassitude. Et donc, il y a aussi une volonté de réciprocité dans la prise de sanctions aussi vis-à-vis des États-Unis. D'abord, on a vu les restrictions douanières sur certains produits. Puis, on a vu le fait que les États-Unis, sous Joe Biden, ont décidé de prendre un certain nombre de mesures, notamment pour limiter l'accès aux entreprises chinoises aux semi-conducteurs. Et derrière, les Chinois aussi ont décidé de prendre des contre-mesures, notamment vis-à-vis des Américains, en limitant aussi l'accès des Américains aux terres rares. Parce que les terres rares sont justement les matériaux dont on a besoin pour fabriquer les semi-conducteurs. Et la Chine contrôle 90% du commerce mondial des terres rares, donc de ces métaux rares-là. Et donc, c'est dans ce climat-là. Et puis, il faut savoir aussi que les Américains avaient décidé de prendre des restrictions au nom de la sécurité nationale pour limiter l'accès des entreprises technologiques chinoises au système du cloud, donc les mémoires numériques, qui sont pour la plupart gérées par des entreprises américaines. Donc, c'est un peu dans ce climat-là. Et puis aussi, il y a une tension géopolitique, notamment liée, accentuée, exacerbée, notamment à cause de l'événement qui s'était produit en mars dernier avec la destruction du ballon météorologique chinois. Et donc, tout ça a fait que, sans oublier les écarts de langage de Joe Biden, qui traite Xi Jinping de paria, qui le traite de dictateur. Mais ça, bref, on peut le comprendre. Joe Biden. Oui, parce qu'on est un peu dans un contexte de pré-campagne aux États-Unis. Et Joe Biden est régulièrement critiqué de Joe le Mou par Donald Trump. Et donc, parfois, il veut montrer qu'il a une certaine personnalité forte et qu'il est donc en capacité de pouvoir, en quelque sorte, menacer certains puissants de ce monde. Mais derrière aussi, il y a une volonté de plus en plus affichée de la part de certains responsables politiques américains, notamment au niveau du Congrès, pour inciter l'administration Biden à découpler véritablement l'économie chinoise de l'économie américaine. Parce que, il faut bien le voir, et ça, les 2 années de Covid que l'on a traversé, que le monde a traversé, l'a bien montré, il y a une interdépendance très forte de la part des économies chinoises et américaines. Les Américains ont besoin des Chinois pour la production des biens et services qu'ils offrent à de très bas coûts, et donc qui leur permet de revenir à des prix cassés, parce que là-bas, évidemment, tout ce qui est lié au code du travail, au niveau des revenus, des salaires et autres, tout ça là, les Chinois sont les meilleurs à avoir des ouvriers ou des travailleurs très qualifiés, mais avec avec des salaires extrêmement bas en comparaison, par exemple, avec ceux qui sont aux États-Unis. Donc, les Américains ont besoin de la Chine comme l'usine du monde, l'usine pour tous les produits et biens et services imaginables. Et de l'autre côté, la Chine a aussi besoin des États-Unis parce que ce sont les États-Unis qui achètent ces produits-là. Et donc, par conséquent, les États-Unis aussi ont besoin de la Chine parce que quand ils achètent en dollars. Et par conséquent, donc, ils sont rémunérés sous forme de bons de dollars. Donc, ils utilisent beaucoup de devises américaines. Et donc, ils financent ainsi la dette américaine. Parce qu'il faut savoir qu'en réalité, lorsque vous utilisez des dollars pour faire vos transactions,
vous financez la dette américaine parce que derrière, il y a un découplage entre le dollar et l'or. Ça date de 1971. Et donc, depuis là, si tu veux, il y a un découplage entre l'économie réelle et la valeur du dollar. Mais ça, c'est une autre question. Mais ce qui est clair, c'est que donc, les Chinois et les Américains sont interdépendants aujourd'hui. Et puis, je crois que les Américains, à travers cette visite, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'une guerre frontale avec la Chine ne marchera pas. Ils ne pourraient pas sortir vainqueurs, ou s'ils sortent vainqueurs, eh bien, ils risqueraient d'y laisser énormément de plumes. Pourquoi ? Parce que la Chine a atteint une masse critique en termes de puissance auquel les Américains n'imaginaient pas, surtout avant la pandémie de 2020. Les Américains se sont toujours imaginés qu'ils étaient la superpuissance qui dominait, qui écrasait de sa domination le reste du monde et que justement, de par cette position-là, ils avaient la capacité d'imposer à n'importe quel pays ce qu'ils voulaient. C'était vrai jusqu'à une époque, mais évidemment, on voit que cette époque-là est révolue. Parce qu'en 30 ans, c'est-à-dire que depuis la mise en place de la mondialisation, on peut dire au début des années 90, nous sommes en 2020, 30 ans plus tard, eh ben, on se rend compte qu'il y a des pays qui étaient des pays du Sud, qui ont véritablement émergé et qui ont atteint une masse critique telle qu'elles ont un niveau de puissance comparable à celui des États-Unis. Et la Chine est le parfait exemple de ce développement-là qui lui a permis d'atteindre cette masse critique-là. La Chine aujourd'hui, c'est la deuxième puissance économique, c'est une puissance technologique, c'est une puissance militaire puisqu'elle détient l'arme atomique et c'est une puissance politique parce qu'elle est membre permanent du Conseil de sécurité avec un droit de veto. Donc pour la première fois, en 30 ans, les États-Unis sont véritablement face à un pays qui a la capacité de pouvoir répondre à chacune des attaques qu'elle pourrait mener contre elle. Et c'est la raison pour laquelle elle a véritablement du mal à trouver une réponse adéquate avec la Chine. Donc, sous Donald Trump, eh bien, elle a fait tout ce que les administrations précédentes ont toujours fait, c'est-à-dire que lorsqu'elle voyait un pays monter en puissance, eh bien, elle attaquait frontalement, soit en mettant des sanctions économiques. Si les sanctions économiques ne suffisaient pas, eh bien, elles allaient jusqu'à déclencher un conflit, voire même aller déclencher un conflit armé. Et là, évidemment, dans le cas de la Chine, cela n'est pas possible pour les raisons que je viens de dénoncer. La même chose aussi pour la Russie. Il ne faut pas oublier que jusqu'en 2020, les Américains ont toujours considéré la Russie comme étant une puissance du passé et qui avait aujourd'hui, si tu veux, la masse critique d'une puissance, ce qu'ils appelaient une puissance régionale. Pourquoi ? Parce qu'en 2020, le PIB de la Chine équivalait au PIB de l'Italie. Donc la Russie, c'était le PIB de la Russie, équivalait au PIB de l'Italie, 12e puissance économique mondiale. Or, donc, les Américains n'ont jamais compris que l'économie aussi est couplée à un certain nombre d'autres facteurs qui font qu'aujourd'hui, lorsque l'on voit le poids réel de la Russie, on se rend compte que la Russie est devenue, comparativement à celle des années 90, elle est redevenue une puissance globale. Parce que c'est une puissance militaire, c'est une puissance économique, parce que c'est une puissance énergétique. La Russie est l'un des principaux pourvoyeurs d'énergie au monde, pétrole, gaz, charbon, etc., jusqu'au combustible nucléaire. Et donc, c'est aussi une puissance militaire parce qu'elle détient l'arme atomique. Donc, un peu comme la Chine, eh ben, si les États-Unis si l'économie américaine est très peu couplée à l'économie russe, contrairement à l'économie chinoise, mais les Américains se rendent aussi compte qu'en dépit de cela, eh ben, la Russie a d'autres arguments qui lui permettent de lui tenir tête et de contourner à chaque fois toutes les mesures, les mesures qu'elle pourrait prendre pour essayer de sanctionner en quelque sorte la Russie. Et donc là, ça veut dire que véritablement, les Américains, certes, les États-Unis restent certes la première puissance mondiale, mais attention, la puissance étant puissance globale, oui, elle est encore. Mais cette puissance globale a un écart qui est en train de s'amenuiser petit à petit, notamment vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de la Russie. Et justement, c'est les événements que l'on est en train de voir aujourd'hui, notamment sur la question de Taïwan, sur la question de la rivalité commerciale entre les États-Unis et la Chine, sur la rivalité technologique. Et donc, tout ça fait qu'aujourd'hui, eh ben, les Américains se rendent bien compte qu'ils ne sont pas d'abord en capacité de mener deux conflits frontaux, un avec la Russie et l'autre avec la Chine. Et lorsqu'ils regardent avec les deux pays, ils se rendent compte qu'avec la Chine, ils risquent de laisser un peu plus de plumes s'ils essayent d'appliquer
les mêmes mesures que celles qu'ils appliquent avec la Russie. Avec la Russie, je l'ai dit, l'économie américaine est très peu couplée et les sanctions économiques qu'ils font peser à la Russie ne pèsent pas sur l'économie américaine, elles pèsent beaucoup plus sur les économies des pays européens. Et donc ça, évidemment, les Américains se rendent compte qu'il faut changer de stratégie avec la Chine. Et donc, comme on le dit souvent, il faut savoir raison garder. Et donc, il faut revenir à de meilleurs sentiments. Et donc, il faut renouer le dialogue. C'est la raison pour laquelle, en quelques semaines, on a vu 2 personnages politiques importants américains se rendre en Chine. Anthony Blinken, le secrétaire d'État, le chef du département d'État, ministre des Affaires étrangères, et aujourd'hui Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor ou ministre des Finances. Les 2 vont essayer de convaincre Xi Jinping de rencontrer son homologue américain, Joe Biden, et ça avant 2024. Il va le rencontrer. Non, il y a déjà des événements. Pas en Chine, aux États-Unis. Il y a le prochain peut-être sommet du G20, peut-être une invitation de Xi Jinping à se rendre à Washington ou l'inverse. Je ne pense pas que Xi Jinping ait envie d'inviter Joe Biden en Chine, mais Joe Biden va peut-être tout faire, peut-être pas pour l'inviter à Washington, parce que je ne pense pas que Xi Jinping accepterait, parce que pour une question d'image, en termes de superpuissance aussi chinoise, elle ne va pas accepter de se déplacer à la Chine, sauf si c'est une visite d'État, mais dans un contexte différent et non pas celui dans lequel on se trouve aujourd'hui. On est dans une période extrêmement tendue entre les 2 pays. Par contre, les agendas pourraient faire que les présidents chinois et américains puissent se croiser lors de sommets, lors de conférences. Ça peut être le G20, ça peut être d'autres réunions. Et donc, l'essentiel déjà pour les 2, pour la secrétaire d'État au Trésor, c'est déjà de renouer le dialogue avec les Chinois, notamment sur les questions économiques, parce qu'il faut savoir que même si les Américains, certains responsables américains appellent au découplage de l'économie américaine avec l'économie chinoise, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Et alors que dans le même temps, il ne faut pas aussi l'oublier, il y a une grande inquiétude des grands patrons américains qui ont investi en Chine, qui ont fait savoir à Joe Biden que cette guerre économique-là risque de peser énormément sur les investissements qu'ils ont en Chine. Et les investissements, tous les entrepreneurs, même si l'administration Biden essaye en coulisses d'inciter les investisseurs américains soit à moins investir en Chine, soit pour ceux qui ont déjà des actifs en Chine, de s'en séparer, de quitter de la Chine et d'aller à côté, vers l'Inde, parce que c'est vers l'Inde que les Américains veulent maintenant se tourner et bâtir ce nouveau partenariat-là, parce qu'ils estiment que la Chine n'est plus véritablement un partenaire fiable. La Chine aussi pense la même chose des États-Unis. Mais donc les Américains, en tout cas l'administration Biden, essaie de pousser les investisseurs américains d'aller davantage en Chine. Et cela s'est vu lors de la visite de Narendra Modi, le Premier ministre indien. C'était le 22 juin dernier à Washington, où les 2 hommes ont essayé de renforcer les relations diplomatiques et surtout les relations économiques entre l'Inde et les États-Unis. Et donc cette inquiétude-là fait que les grands patrons américains, qui n'ont pas tous la capacité de quitter la Chine. Pourquoi? Pour 2 raisons. La première raison, soit les actifs qu'ils ont sont trop importants. Ils ont investi des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars sur des projets extrêmement importants, notamment dans l'industrie automobile et surtout dans la conception et la fabrication des batteries automobiles. Il faut savoir que Tesla a sa plus grosse usine de fabrication de batteries en Chine. Et donc, c'est dans ce contexte-là que certains grands patrons qui ont énormément des actifs en Chine, comme Elon Musk, ont fait savoir à l'administration Biden que cette pratique-là n'était pas bonne, d'autant plus que l'administration chinoise a renforcé des mesures de contrôle de ces actifs américains-là qui sont en Chine. Aujourd'hui, il est prévu dans la loi chinoise la possibilité pour les autorités chinoises de pouvoir mener des perquisitions express sans passer par un juge s'ils considèrent que les activités menées par ces entreprises américaines-là ont un lien avec la sécurité nationale chinoise. Donc ils font une espèce de... Ils rendent, c'est-à-dire que autant les Américains ont restreint l'accès aux entreprises chinoises sur le marché américain, notamment dans les secteurs des nouvelles technologies, autant aussi les entreprises américaines qui sont dans le secteur des nouvelles technologies et qui sont installées en Chine voient les contrôles du gouvernement chinois renforcés concernant leurs activités-là. Et donc, cela a fait craindre cette montée de tension-là sur ces investissements américains, et c'est la raison pour laquelle on a vu 2 choses. C'est-à-dire que l'on assiste à un véritable ballet des présidents, des patrons, des grands patrons américains à Pékin,
On avait vu dernièrement Bill Gates qui avait été reçu par Xi Jinping. On a vu également Elon Musk qui s'était rendu en Chine, où il avait rencontré un certain nombre de responsables chinois. Et donc tout ça, évidemment, ramène à amener, donc, si tu veux, l'administration Biden à mettre un peu dans son vin et à revoir sa stratégie, à revenir à de meilleurs sentiments et à privilégier cette fois-ci un véritable dialogue, à renouer le dialogue avec la Chine. Maintenant, évidemment, la Chine ne peut qu'accepter, parce qu'elle le sait, s'il y a un dialogue franc qui se renoue avec les États-Unis, c'est forcément gagnant pour les deux parties, mais surtout pour la Chine, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les chiffres sont tombés concernant, par exemple, les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis l'année dernière. En 2022, les Américains et les Chinois ont échangé pour près de 690 milliards de dollars de marchandises. Et sur ces 690 milliards de marchandises échangées, la Chine en a exporté pour 575 milliards. Donc ça veut dire que la balance commerciale chinoise est ultra excédentaire comparée à celle américaine. Et donc c'est la raison pour laquelle on voit un peu cette volonté des Américains, mais ils se rendent compte que, évidemment, la masse critique de la Chine, comme je l'ai dit, est telle qu'on ne peut pas, par la force, essayer de contraindre les Chinois à s'arrimer, si tu veux, aux injonctions américaines, si on peut parler ainsi. Et donc, c'est ce qui explique ce ballet diplomatique-là. Ce ballet d'abord diplomatique, puis ce ballet au niveau de ce ballet diplomatique, oui, puisque ce sont deux personnalités de l'administration Biden. Donc, on voit ce défilé de personnalités importantes américaines en Chine, et c'est pour essayer de renouer le lien, pour éviter, évidemment, que ces relations-là ne sombrent dans la catastrophe, et cette catastrophe pourrait avoir un impact mondial. Il ne faut pas l'oublier, par exemple, lors de la COP21 de 2015, c'est parce que la Chine et les États-Unis, Chine de Xi Jinping, Chine de Barack Obama, étaient parvenus à un accord, que l'on était parvenu à signer l'accord de 2015 sur la COP21 sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et à l'époque, on avait parlé du G2, donc des deux superpuissances. Maintenant, évidemment, on est loin de cette époque, mais la réalité économique reste la même, à savoir que le monde, dans sa configuration actuelle, a besoin à la fois des États-Unis et de la Chine, de ces deux pays-là, qui ont des relations qui sont tout à fait normales. Parce que dans le cas contraire, c'est toute l'humanité qui risquerait d'en payer le prix fort. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio le plus de la capitale. On reste connecté, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.